J'avais 66 ans lorsque j'ai osé poser la question que j'avais toujours repoussée, et si je n'avais jamais connu la véritable amitié? Je me suis réveillée au son grave des cloches de la basilique de Fourvière, qui glissait dans la matinée grise de Lyon. L'odeur des croissants de la boulangerie de la rue des Capucins traversait ma fenêtre, mais mon appétit n'était pas là. Mes doigts ont effleuré la vieille machine à coudre Singer héritée de ma mère, comme si je cherchais encore un battement de cœur. Sur la table, reposait la lettre anonyme trouvée dans mon couloir, pliée avec une précision presque cruelle. Madame Moreau, tout le monde sait désormais ce que vous avez fait avec le costume de Carmen. Les mots coupaient comme des lames, diffamés à l'opéra, mon dernier refuge depuis mon veuvage. J'ai entendu le grincement du parquet, comme si l'appartement lui aussi soupirait avec moi. Les pigeons de la cour ont battu des ailes, et un souffle glacé s'est faufilé par la fente de la fenêtre. Qui aurait pu faire ça? Je passais les noms dans ma tête comme on égrène un chapelet. J'ai pensé à Jeanne, la voisine du 5e, avec son sourire de beurre et ses yeux qui ne fondaient jamais. Et je me suis demandé, un goût de fer dans la bouche, si la trahison n'avait pas commencé bien avant ce billet, alors quand avait-elle vraiment commencé? Ce jour-là, j'ai descendu les escaliers de mon immeuble de la Croix-Rousse comme on descend dans sa propre gorge. La rampe glacée collait à ma paume, et l'odeur de déterge bon marché du concierge me montait au nez. Dans la cour, Jeanne arrosait ses hortensias bleues et me lança un bonjour qui ne toucha pas ma peau. « Tu as entendu la rumeur à l'association » dit-elle en faisant chanter l'eau sur la terre. J'ai feint l'ignorance, mais sa phrase m'est tombée dessus comme une pierre. Quelle rumeur? Ma voix était fine comme du papier. À propos de la disparition de 3 corsets de l'atelier, ma chère, quelle histoire! Le ma chère sonnait poli, mais me griffait comme une porcelaine fêlée. L'eau frappait la céramique du pot, clec clec clec, rythme d'interrogatoire. Je me suis rappelé la répétition de mardi, le froncement de sourcils de la responsable quand elle m'a vu arriver avec mon sac de chute de tissu. Jeanne esquissa un sourire en coin et détourna le jet d'eau, comme si elle effaçait des indices. C'est alors que j'ai vu, dans la poche de son tablier, un morceau de dentelle rouge identique à celle qui avait disparu de mon armoire. Dans le tram T1 en direction de l'opéra, les gens ressemblaient à une partition, chacun dans son tempo, personne ne me regardait. Le grincement des portes qui se fermaient sonnait comme un « chhh » collectif, demandant le silence à mon cœur. J'ai croisé mon reflet dans la vitre, des rides comme des lignes de couture que le temps avait tracées sans permission. Le conducteur annonça Hôtel de Ville Louis Pradel, et j'ai senti l'odeur de pluie sur le métal de la station. Je suis descendu au milieu des parapluies noirs, chaque goutte tombant comme une aiguille sur du cuir. Dans le foyer, la réception m'a toisé avec des yeux de rideaux lourds qui empêchent le soleil d'entrer. La responsable, Madame Lucas, m'attendait avec une tablette et un front plissé qui en disaient plus que n'importe quel email. Madame Moreau, nous avons reçu des plaintes sérieuses, la direction veut comprendre pourquoi des pièces ont disparu sous votre garde. J'ai senti le sol se transformer en scène et moi, simple figurante dans mon propre procès. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti, seulement l'écho lointain de la cloche du matin, inutile et en retard. J'ai regardé mes mains, fines traces de colle chaude, preuve de décennies de travail honnête. Et derrière moi, j'ai entendu un rire étouffé accompagné d'un parfum de pivoine que je connaissais trop bien. L'opéra avait toujours été mon sanctuaire, depuis les années avec André, mon mari, quand nous économisions pour une place au balcon. Il était parti un matin semblable, brouillard sur le Rhône et odeur de café brûlé. Depuis, je n'étais plus qu'un petit fantôme utile, recousant des silences dans les coulisses. Je connaissais chaque couloir, chaque marche qui chantait, chaque porte qui avalait des secrets. Dans les loges, la poudre de riz flottait comme une neige intime, et les rires des sopranos réchauffaient l'air. Je croyais qu'ici, au moins ici, le mot « nous » voulait dire protection. Mais ce « nous » était devenu une cage, et moi, l'oiseau qu'on accusait de salir le fond. On parla de « procédure », des « audits », de « vérification des armoires », des mots qui résonnaient comme un marteau sans bois. Le veilleur de nuit, Armand, baissa les yeux en me croisant, loyauté timide ou peur d'être vu. J'ai demandé, presque en chuchotant, qu'on vérifie le dépôt où je garde mes boîtes de dentelle. Madame Lucas a noté, son stylo tremblant sans culpabilité apparente. Et elle a promis d'ouvrir avec le passe-partout plus tard,
quand tout le monde serait présent. Je suis rentré plus tôt que d'habitude, ce qui est toujours un mauvais signe, et Lyon m'a accueilli avec l'odeur de châtaigne grillée sur la place des terreaux. Les cafés, éclairés de l'intérieur, ressemblaient à des aquariums où l'on respirait sans savoir que je me noyais dehors. J'ai gravi les marches comme si je traînais une valise invisible remplie de pierres. Dans la cuisine, j'ai retrouvé le billet anonyme, laissé exprès pour me rappeler le goût de la peur. Tout le monde sait, c'était la phrase la plus lourde, comme si, tout le monde, avait un visage et un doigt accusateur. Je ne savais rien de tout le monde, je ne voyais qu'un visage, Jeanne, son tablier, la dentelle rouge, et le rire étouffé à l'opéra. J'ai allumé la radio à faible volume, un accordéon mélancolique a déversé Paris sur mes carreaux. Mes mains sentaient encore le savon de Marseille, comme si la pureté pouvait s'user à force de frotter. J'ai regardé ma Singer, le levier usé, la plaque rayée, nos conversations silencieuses depuis des décennies. C'est alors que j'ai remarqué une enveloppe Kraft glissée sous ma porte, avec mon nom encre bleue. Je l'ai prise avec précaution, le cœur galopant comme un vieux cheval. À l'intérieur, il y avait la première preuve que personne à l'opéra n'avait voulu voir, une preuve qui n'aurait jamais dû être en ma possession. Je n'ai pas ouvert tout de suite l'enveloppe, j'ai attendu que le silence de l'appartement me serre la gorge pour me donner le courage. La lumière jaune de l'ampoule rendait le papier plus vieux qu'il ne l'était, comme un témoin d'un passé qui ne m'appartenait pas. Le ronflement discret du radiateur éteint me rappelait que l'hiver approchait et que je n'avais plus personne pour me couvrir. Dehors, le couloir respirait des odeurs de poussière et de vernis ancien, un parfum familier qui me rendait étrangère. Jeanne toussa derrière sa porte, un son sec, comme pour marquer sa présence sans me parler. Mon nom, Solène Moreau, était tracé sur l'enveloppe avec une élégance maladroite qui ressemblait à une moquerie. J'ai déchiré le papier lentement, comme si le bruit pouvait me donner des indices sur l'ennemi qui se cachait. À l'intérieur, des copies de mai, des échanges froids, avec des mots qui résonnaient comme des coups de marteau sur ma réputation. Chaque phrase était une cicatrice, ajustement des costumes, paiement supplémentaire, écrit noir sur blanc. Les dates coïncidaient avec mes longues nuits de travail à l'atelier, celles où mes doigts tremblaient sur les tissus. Et au bas de la page, une signature familière s'étalait comme une blessure, J. Tremblay. Jeanne Tremblay, ma voisine du 5e, la femme aux hortensias bleues, au sourire mielleux, à la dentelle rouge volée. Je n'ai pas senti mes jambes quand le papier a glissé de mes mains et s'est éparpillé sur le carrelage. La bouilloire s'est mise à siffler, hurlant comme une vérité que j'avais essayé d'étouffer. J'ai éteint le feu d'une main tremblante, le nuage de vapeur montant comme une menace invisible. Je me suis penché pour ramasser les feuillets, alignant les bords avec une minutie qui trahissait ma panique. Chaque ligne parlait d'objets que je connaissais trop bien, dentelle rouge, baleine de corset, doublure noire. Des pièces que j'avais touchées, découpées, protégées, et qui apparaissaient là comme des preuves de ma culpabilité. Les emails mentionnaient un « Monsieur D » à l'opéra, un complice invisible qui l'aidait à tout couvrir. Et il y avait aussi ces mots, terribles, la vieille ne doit rien soupçonner. La vieille. Moi. Comme si toute une vie pouvait être réduite à un mot méprisant. J'ai senti mon cœur cogner si fort que j'ai cru qu'il allait percer ma poitrine. J'ai fermé les yeux une seconde, mais le noir n'a rien effacé. Quand je les ai rouverts, les papiers semblaient me regarder, accusateurs, froids, irrévocables. Je suis restée assise longtemps, la tête entre les mains, jusqu'à ce que la pendule de la cuisine sonne 5 heures. Chaque tic-tac résonnait comme une menace de temps qui s'écoulait contre moi. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais plus me taire, même si ma voix tremblait. Alors j'ai rangé tous les documents dans une pochette transparente, un cercueil de plastique pour ces preuves. Je les ai serrés contre ma poitrine, comme une armure fragile contre un monde qui voulait me dévorer. Puis j'ai sorti mon vieux manteau bleu marine, celui que j'avais porté à l'enterrement d'André. Il sentait encore une pointe de romarin, son parfum discret, comme une présence dans le tissu. Dans le miroir, une femme aux cheveux argentés et au chignon imparfait me fixait avec des yeux pleins de mémoire. J'ai respiré profondément, jusqu'à sentir mes poumons brûler, comme si j'essayais de reprendre ma place dans l'air. J'ai pris mon parapluie à pois blancs, fidèle compagnon des jours de pluie. Et j'ai composé le numéro de l'opéra, la main moite, la voix prête à se briser. Madame Lucas ?
J'ai des documents. Ils doivent être vus aujourd'hui, avant qu'ils disparaissent comme le reste. Un silence de quelques secondes a rempli la ligne, puis des bruits de clavier nerveux. Venez à 18h, a dit la voix froide, comme un verdict déjà prononcé. J'ai raccroché, le combiné encore chaud contre mon oreille, comme une brûlure discrète. À ce moment précis, une nouvelle enveloppe a glissé sous ma porte. J'ai reconnu tout de suite la différence, l'écriture était pressée, nerveuse, comme tracée par la peur. J'ai ouvert d'un geste sec et mes yeux ont dévoré les mots, si vous allez à l'opéra ce soir, il ne restera rien de vous. Pas de signature, juste une tache d'encre, comme une larme de mascara effacée. Le couloir sentait la poussière et j'ai entendu un frottement discret, comme un pied traîné dans l'escalier. Jeanne, ai-je osé appeler, la gorge serrée. Rien. Seulement le bruit des portes de l'ascenseur, s'ouvrant et se fermant comme des bouches anonymes. J'ai refermé à double tour, posant mon dos contre la porte. Et dans ce silence, ma machine Singer me fixait, muette, avec son œil de métal. J'ai glissé ma vieille paire de ciseaux d'atelier dans mon sac, non pas comme une arme, mais comme une mémoire de qui j'étais. Puis j'ai réuni les lettres et les emails, les ai attachés avec un trombone qui claqua comme un « assez ». J'ai juré, à voix basse, que je ne serais pas cette vieille femme qu'on piétine, pas ce soir. Les heures se sont étirées comme des fils trop tendus, prêts à céder. Pour tromper l'attente, j'ai ouvert la fenêtre et laissé la pluie effacer l'odeur de peur dans ma cuisine. J'ai frotté la table, les gestes réguliers m'apaisant un peu, comme un vieux rituel. J'ai mis Piaf à la radio, non, je ne regrette rien vibrait comme une colonne vertébrale empruntée. J'ai préparé une soupe de potiron avec une pincée de muscade, pour remplir le vide de mon ventre. La vapeur a embué mes lunettes, et j'ai ri seul de mon reflet flou, grotesque et humain. J'ai caressé la photo d'André sur l'étagère, son sourire tordu me renvoyant un peu de courage. « Tu me verrais là », ai-je murmuré dans le vide. Et la pluie, fine et obstinée, cousait sa musique contre le rebord de la fenêtre. J'ai enfilé des chaussures plates, décidé à ne pas affronter la justice perchée sur des talons. J'ai pris la pochette et le parapluie, respiré 2 fois avant de poser la main sur la poignée. C'est à cet instant que le téléphone a sonné, brisant l'attente comme un coup de tonnerre. J'ai décroché, la voix serrée, « Allô ?» Une voix d'homme, calme, sans accent, a prononcé mon nom comme s'il l'avait répété 1000 fois. « Madame Moreau, je vous conseille de ne pas aller à l'opéra ce soir. » Ces mots glissaient, lisses et froids, comme une lame sur du verre. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, serrant le combiné si fort que mes phalanges blanchissaient. « Quelqu'un qui veut éviter un scandale que vous ne pourriez supporter. » Mon estomac s'est vidé, comme une armoire claquée trop vite. Laissez ces papiers à la poste, adressez-les au service juridique, mais sans votre nom. Et avant que je réponde, il ajouta 2 mots qui me glacèrent le sang, votre fille. J'ai cru m'écrouler quand j'ai entendu « votre fille », car ce nom contenait toute une absence. Je n'avais pas parlé à Camille depuis 3 ans, depuis cette dispute à Paris au sujet de l'appartement de son père. Le souvenir de ses yeux pleins de colère m'avait poursuivi dans chaque silence. Et voilà que sa vie entrait dans cette histoire sombre, comme un fil cousu de force dans ma chair. « Ma fille n'habite pas Lyon », ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. « En France, tout se retrouve », répondit-il, comme s'il récitait un proverbe. Puis la ligne se coupa, me laissant seul avec le bourdonnement sourd de ma peur. L'appartement sembla rétrécir d'un cran, chaque mur se rapprochant de mes épaules. J'ai posé le téléphone avec précaution, comme si le plastique brûlait. Et j'ai compris que si Jeanne et l'opéra formaient un labyrinthe, Camille était la sortie que j'avais moi-même condamnée. J'ai fermé les yeux, respiré, et murmuré, j'irai quand même. Car ce soir-là, je ne pouvais plus me taire. Je suis sorti dans le couloir, la pochette serrée contre ma poitrine, mon parapluie dans l'autre main. Les marches craquaient sous mes pas, chaque craquement sonnant comme une alarme. En bas, l'odeur de bois humide et de tabac froid m'a donné la nausée. J'ai senti une ombre dans le palier, immobile, attendant entre la lumière et l'escalier. J'ai ralenti, le cœur battant, le souffle court, prête à affronter ce visage qui m'espionnait. La pluie frappait les vitres de l'immeuble comme une foule impatiente. Je savais que chaque pas m'emmenait vers un moment que je ne pourrais plus reculer.
Lyon dehors brillait de mille reflets, les pavés transformés en miroirs incertains. J'ai levé le menton, décidé à marcher malgré la peur, malgré les menaces. Et quand j'ai franchi le seuil de l'immeuble, une voix basse a chuchoté mon nom dans l'ombre. Je me suis figé, les doigts serrant le plastique de la pochette. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma vie basculait. Je me suis avancé dans la rue, l'ombre derrière moi disparaissant dans le vacarme de la pluie. Chaque pas résonnait sur les pavés trempés, comme si Lyon voulait écrire mon histoire sous mes semelles. Les réverbères diffusaient une lumière trouble, à l'eau jaune qui se reflétait dans les flaques comme des secrets liquides. Mon parapluie claquait sous les bourrasques, grinçant comme une voile prête à céder. J'avais la pochette serrée contre ma poitrine, mes doigts blanchis par la peur et la détermination mêlées. Je savais qu'en allant à l'opéra, je m'exposais à un piège ou à une délivrance. Mais ma vie ne pouvait plus rester en suspens, pendue à des mensonges comme du linge mouillé. Je marchais vite, le souffle court, avec l'impression que chaque silhouette derrière moi pouvait être un ennemi. Les odeurs de café brûlé et de marron chaud montaient de la place des terreaux, mêlées à l'odeur de bitume mouillé. Je traversais des visages pressés, indifférents, chacun enfermé dans son propre monde. Et au milieu de ce brouillard urbain, une seule phrase résonnait, « La vieille ne doit rien soupçonner ». Ce soir, cette vieille allait devenir un témoin que personne ne pourrait effacer. À l'entrée de l'opéra, l'immense façade baroque se dressait, sombre et majestueuse. Les colonnes ruisselaient de pluie, et les statues semblaient me juger du haut de leur socle. Les portes vitrées s'ouvrirent avec un grincement, laissant passer un souffle chaud et parfumé. À l'intérieur, le marbre luisait sous les lumières, brillant comme une scène trop polie. J'ai senti mes chaussures glisser légèrement, mais pas trahissant mon trouble. La réceptionniste m'a regardé avec un mélange de curiosité et de pitié, ses yeux fuyant vite ailleurs. Un agent de sécurité m'a accompagné d'un geste muet vers une salle de réunion au fond du couloir. Les murs tapissés de rouge semblaient absorber mes craintes et mes battements de cœur. Madame Lucas était là, assise, ses lunettes sur le nez, entourée de deux hommes que je ne connaissais pas. Sur la table, un dossier m'attendait déjà, fermé comme une gueule prête à se refermer. J'ai posé ma pochette à côté, le plastique claquant comme une provocation. Et dans le silence lourd, j'ai entendu ma propre respiration emplir la pièce. « Madame Moreau », dit l'un des hommes, un avocat de l'opéra, d'une voix aussi froide que les pierres dehors. « Vous êtes accusée de négligence et de détournement de matériel de l'institution. » Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits profond, résonnant jusqu'au fond de moi. Je sentais mes mains trembler, mais je refusais de les cacher. « Ces accusations sont fausses, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'ai ouvert ma pochette et sorti les copies de mai, les posant une à une sur la table. Chaque feuille faisait un bruit sec, comme une gifle donnée au silence. Les regards se sont penchés, hésitants, se heurtant aux preuves irréfutables. Le nom de Jeanne apparaissait partout, mêlé à celui d'un certain Monsieur D. Un murmure parcourut la pièce, un malaise que personne ne voulait assumer. J'ai levé le menton, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mes yeux briller de force. Voilà la vérité. À vous de décider si vous préférez protéger le mensonge. Un silence épais tomba, brisé seulement par le froissement des papiers que l'avocat feuilletait. Madame Lucas blêmit en découvrant la signature de Jeanne, nette et répétée. Ses lèvres se pincèrent, comme si elle avalait un goût amer impossible à cacher. Les deux hommes échangèrent un regard lourd, celui des complices prit la main dans le sac. Je les fixais, mes yeux plantés dans les leurs, refusant de baisser la tête. Et ce n'est pas tout, dis-je en sortant la deuxième lettre, la menace reçue quelques heures plus tôt. Les mots tracés à la hâte claquèrent dans l'air comme une gifle, il ne restera rien de vous. La peur se transforma en arme, et je la posai sur la table comme une preuve supplémentaire. Un frisson parcourut la salle, une tension nouvelle qui fit vaciller leur assurance. L'un des hommes se leva brusquement, prétextant un appel urgent, mais son dos trahissait la panique. Madame Lucas baissa les yeux, incapable de soutenir les miens. Et je sus alors que la vérité avait commencé à fissurer leurs murs. Le lendemain, l'affaire éclata comme une bombe dans les couloirs de l'opéra. Les employés chuchotaient dans les escaliers, les regards s'accrochaient à mon passage. Je n'étais plus le fantôme silencieux qui recousait leurs costumes, j'étais devenu un témoin.
La direction dut lancer une enquête interne, incapable d'ignorer les preuves. Des copies circulaient déjà, des noms chuchotés, Jeanne, Monsieur D, complicités obscures. Les rumeurs, autrefois mes ennemis, devenaient maintenant mes alliés. Elles couraient plus vite que moi, plus fort que mes justifications, et faisaient leur travail à ma place. Je voyais les visages se détourner de Jeanne dans la cour, ses hortensias bleues oubliées dans leur peau. Ses sourires glissaient sur les murs sans trouver preneur, comme du beurre froid sur une poêle glacée. La justice sociale, lente et cruelle, commençait son travail. Et moi, je respirais enfin l'air du matin sans sentir une corde invisible autour du cou. Mais je savais que la guerre n'était pas encore finie. Quelques jours plus tard, je reçus un appel inattendu du commissariat central de Lyon. Il voulait m'entendre, examiner les documents et ouvrir une enquête officielle. Ma voix tremblait au téléphone, mais j'acceptai immédiatement, le cœur battant. Le commissaire, un homme grand au regard perçant, me fit asseoir dans une salle blanche. Il parcourut les emails avec une précision chirurgicale, notant chaque nom, chaque date. « Vous avez bien fait de garder ces preuves, » dit-il enfin, levant les yeux vers moi. Son regard avait cette fermeté qui rassure et inquiète à la fois. Il me demanda si je craignais pour ma sécurité, et je ne pus qu'acquiescer. Alors il promit une surveillance discrète, une présence invisible dans mon quartier. Je sortis du commissariat sous un ciel clair, la pluie enfin arrêtée, comme une bénédiction. Les pavés brillaient encore, mais cette fois, je n'y voyais plus mon reflet tremblant. J'y voyais une femme debout, encore fragile, mais invaincue. Jeanne, elle, changea brusquement. Ses pas dans le couloir devinrent hésitants, son bonjour se fit rare et froid. Les hortensias bleues jaunissaient, laissées sans soin, comme si sa façade s'effritait. Les voisins chuchotaient, certains me glissant des regards solidaires. Un soir, je la surpris dans la cage d'escalier, les yeux rougis, son tablier froissé. « Pourquoi ?» ai-je demandé, d'une voix douce mais ferme. Elle détourna le regard, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Ses mains tremblaient, tenant un sac de course presque vide. Je sus qu'elle avait perdu bien plus que ses mensonges, elle avait perdu la confiance de tout un monde. Ce fut la première fois que je compris que la justice ne tue pas toujours, parfois, elle isole. Et dans ce silence, je sentis mon propre souffle devenir plus léger. Car je n'étais plus la victime de son mensonge, j'étais la preuve vivante de sa chute. La presse locale finit par s'emparer de l'affaire, un article discret au début. Soupçon de détournement à l'Opéra de Lyon, enquête en cours. Mon nom n'apparaissait pas, mais je savais que l'histoire circulait entre les lignes. Jeanne devint une ombre dans le quartier, évitant les regards, disparaissant des réunions de l'association. Ses hortensias furent arrachées, remplacées par des pots vides que personne n'osait toucher. Moi, je continuais de marcher chaque matin jusqu'à la boulangerie, tête haute, pas encore libre mais déjà debout. Le goût du croissant chaud retrouvait lentement son chemin dans ma bouche. Et je sentais dans chaque détail l'odeur du café, le frottement des pavés, un retour à moi-même. La justice tardive n'avait pas effacé la blessure, mais elle avait mis de la lumière sur l'ombre. Et cette lumière, je la portais en moi comme une flamme fragile. Il me restait à réparer le lien le plus brisé de tous, ma fille. Car je savais que son nom prononcé par cet homme n'était pas un hasard. Un matin, une lettre m'attendait dans la boîte aux lettres, écrite d'une main que je connaissais trop bien. L'écriture ronde, énergique, de Camille, ma fille. Mon cœur s'arrêta un instant, mes doigts tremblants en déchirant l'enveloppe. Maman, j'ai appris certaines choses. Je veux comprendre. Les mots simples me firent plus d'effet que toutes les preuves étalées. Il y avait encore un chemin possible, malgré les années de silence. Et je compris que la véritable justice n'était pas seulement d'avoir démasqué Jeanne. C'était aussi de retrouver ce lien que je croyais perdu à jamais. Je relus la lettre encore et encore, chaque mot redonnant un souffle à mon cœur fatigué. Je me surpris à sourire, un sourire timide, presque douloureux. Les cloches de Fourvière sonnèrent à nouveau, cette fois comme une promesse. Et pour la première fois, j'eus la certitude que la justice avait réellement commencé. Le jour où j'ai décidé d'écrire à Camille, j'ai eu l'impression de recommencer à respirer après des années d'apnée. Je suis resté longtemps devant ma feuille blanche, le stylo tremblant entre mes doigts comme une aiguille hésitante.
Les mots avaient du mal à venir, coincés dans des années de silence, de rancune et de malentendus. J'ai écrit « ma fille », et mes yeux se sont brouillés de larmes, les premières que je laissais couler depuis des semaines. Je lui ai raconté ma vérité, ma chute, ma peur, et cette justice tardive qui m'avait redonné une place. Je ne cherchais pas à me justifier, mais à lui montrer que j'avais survécu, que j'étais encore là. Chaque phrase était comme un fil recousant une blessure invisible, douloureux mais nécessaire. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe, avec mon écriture maladroite, comme une main tendue. Puis je suis descendu dans la rue, la pluie avait cessé, et l'air avait l'odeur douce de la terre mouillée. Au bureau de poste, j'ai déposé la lettre dans la boîte jaune, le cœur battant comme une femme amoureuse. C'était peut-être trop tard, mais c'était ma dernière chance de dire « je t'aime ». Et en rentrant chez moi, j'ai senti une légèreté nouvelle, comme si mes épaules se libéraient d'un poids ancien. Les jours qui ont suivi furent les plus longs de ma vie, chaque matin une attente suspendue. Je regardais la boîte aux lettres comme on scrute un horizon incertain. Chaque pas dans l'escalier me semblait annoncer soit une bonne nouvelle, soit un silence définitif. Je passais mes journées à l'atelier, retrouvant mes gestes anciens, comme pour ne pas perdre la main. Je réparais des ourlets invisibles, je caressais des tissus qui me rappelaient des scènes oubliées. La Singer ronronnait doucement, fidèle compagne qui avait toujours partagé mes douleurs et mes joies. Je pensais souvent à André, à ce qu'il aurait dit « Tu as fait ce qu'il fallait, Solène ». Sa voix résonnait dans ma mémoire comme un conseil venu d'un autre monde. Puis un matin, la cloche de la porte d'entrée tinta, un facteur avec une enveloppe beige à la main. Je l'ai prise en silence, le cœur battant si fort que mes mains tremblaient. C'était la réponse de Camille, l'écriture ferme, sans détour, comme un élan. Et à cet instant, je compris que ma vie allait basculer une seconde fois. Je me suis assise à la table de cuisine, le soleil filtrant doucement à travers les rideaux. J'ai ouvert l'enveloppe avec une lenteur presque religieuse, chaque seconde un battement d'éternité. Maman, je t'ai lu. Et j'ai pleuré. Voilà comment commençait sa lettre. Ces mots avaient la simplicité des vérités qu'on attend depuis toujours. Elle disait qu'elle avait souffert de mon silence, qu'elle avait cru que je l'avais abandonnée. Mais en lisant mon histoire, elle avait reconnu en moi une femme brisée mais honnête. Elle parlait de ses propres blessures, de ses colères mal exprimées, de son besoin de comprendre. Et au milieu de ces phrases, il y avait une étincelle que je n'espérais plus, « Je veux te revoir ». Mes larmes coulaient sur le papier, brouillant l'encre de ses aveux. J'ai posé la lettre contre ma joue comme si je pouvais sentir sa peau à travers. Un souffle nouveau traversa mon corps, une chaleur douce que je croyais perdue. Et dans ce moment, j'ai su que la justice la plus puissante était ce pardon réciproque. Nous avons choisi de nous retrouver à Paris, dans un petit café du Marais où nous allions autrefois. Le train Lyon-Paris semblait interminable, chaque gare un pas de plus vers l'inconnu. Je serrais dans mon sac une photo d'elle enfant, sourire éclatant et robe fleurie. En arrivant à la gare de Lyon, mes jambes tremblaient comme celles d'une débutante. Je craignais son regard, je craignais de lire dans ses yeux un jugement que je ne pourrais supporter. Mais quand je l'ai vue, debout près de la terrasse, j'ai reconnu ma fille immédiatement. Ses cheveux plus courts, ses traits marqués par la vie, mais ses yeux, les mêmes que ceux de son père. Elle m'a souri timidement, et je me suis avancée, chaque pas résonnant comme une délivrance. Nous nous sommes prises dans les bras sans un mot, comme si nos corps rattrapaient les années perdues. Son parfum discret me rappela les matins où je la serrais avant l'école. Le monde autour s'effaça, les bruits, les passants, le café, tout. Il ne restait qu'elle et moi, deux femmes enfin réunies. Nos conversations furent longues, hachées, pleines de silence et de regards. Elle me parla de sa vie à Paris, de ses réussites, de ses échecs, de ses nuits solitaires. Je lui racontai mes batailles, l'opéra, Jeanne, les lettres anonymes, la peur et la vérité. Elle écoutait avec une attention nouvelle, sans colère, sans coupure, comme une femme qui pardonne. De temps en temps, nos mains se cherchaient sur la table, timides mais sincères. Le serveur nous apporta 2 cafés, que nous laissâmes refroidir sans les boire. Chaque mot était plus nourrissant que n'importe quelle boisson chaude. Je vis dans ses yeux non pas la petite fille d'autrefois, mais une adulte prête à me reconnaître. Et moi, je ne voyais plus la mère défaillante que j'avais été, mais une femme debout.
Nous avions changé toutes les deux, et c'était ce changement qui rendait la rencontre possible. À la fin de l'après-midi, quand nous nous sommes quittés, j'ai senti qu'un fil invisible s'était retissé. Un fil fragile, mais plus solide que jamais, car il avait résisté à la douleur. De retour à Lyon, mon appartement me sembla différent, plus lumineux. Les hortensias de Jeanne avaient disparu, remplacées par des pots vides oubliés. Je n'avais plus besoin de son sourire en façade, car j'avais retrouvé celui de ma fille. Dans la rue, les voisins me saluaient avec respect, certains même avec admiration. L'opéra avait poursuivi son enquête, et le nom de Jeanne circulait désormais comme une ombre lourde. Moi, je n'avais pas cherché la vengeance, mais seulement la vérité, et c'était suffisant. Je reprenais mes coutures, non plus pour fuir, mais pour créer, pour offrir. Chaque fil que je tirais sur ma Singer semblait raconter mon histoire, chaque point une victoire. La peur avait quitté mes gestes, remplacée par une sérénité nouvelle. Je regardais souvent par la fenêtre, observant la ville vibrer sous la pluie ou le soleil. Et dans chaque détail, je voyais une promesse, il n'est jamais trop tard. Pas pour la justice, pas pour l'amour, pas pour la réconciliation. Un soir, j'ai reçu un appel inattendu de l'opéra. Il voulait me proposer un poste plus stable, une reconnaissance tardive de mon travail. Je suis restée muette quelques secondes, incapable de répondre. Puis j'ai accepté, mais sans trembler, car je n'attendais plus leur approbation pour exister. Le lendemain, en entrant dans les coulisses, j'ai senti l'odeur familière de la poudre et des tissus. Les jeunes costumières me regardaient autrement, avec respect et gratitude. Je leur ai transmis mes savoirs, mes gestes, mes secrets d'atelier, comme un héritage. Je n'étais plus un fantôme, j'étais devenue une mémoire vivante. Le bruissement des tissus me paraissait être un applaudissement silencieux. Je savais que ce lieu, qui avait failli m'étouffer, devenait maintenant un espace de renaissance. Et dans le miroir du vestiaire, je vis une femme apaisée, mais forte. Une femme qui n'avait plus peur d'être vue. Le temps passa, les saisons changèrent, mais mon cœur resta éveillé. Je cultivais un petit balcon fleuri, avec des géraniums rouges à la place des hortensias. Chaque matin, je buvais mon café en regardant la ville se réveiller sous la lumière. Camille venait de temps en temps, ses visites devenaient des fêtes silencieuses. Nous ne rattrapions pas le passé, mais nous inventions un présent à notre mesure. Je lui montrais mes coutures, elle me parlait de ses projets, et nous rions de nos maladresses. Parfois, nous marchions ensemble au bord du Rhône, le vent dans les cheveux. Et je sentais dans ses gestes une tendresse retrouvée, sans fard, sans rancune. Je n'étais plus seule, et ce simple fait me paraissait miraculeux. Je me surprenais à chanter en rangeant ma cuisine, un air de Piaf ou de Trenet. La solitude n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en compagne douce. Et je savais que j'avais trouvé ce que je croyais perdu, la vraie amitié. Car oui, j'avais compris que l'amitié ne se résumait pas aux voisins, aux collègues, aux sourires convenus. La véritable amitié était ce lien fragile mais indestructible qui renaît quand on croit tout perdu. Je la voyais dans les yeux de Camille, dans le respect retrouvé des jeunes couturières, dans la tendresse de quelques voisins. Je la trouvais aussi en moi, dans cette force nouvelle que j'avais découverte au cœur de la tempête. La justice ne m'avait pas seulement lavé d'une accusation, elle m'avait rendu à moi-même. Je n'étais plus la vieille femme qu'on accusait, mais une femme debout, digne, libre. Et chaque jour, je portais cette liberté comme un vêtement cousu à ma mesure. Je savais désormais que même après 65 ans, la vie pouvait offrir des miracles. Qu'il fallait parfois traverser la nuit pour voir la lumière, et accepter de tomber pour se relever. Lyon brillait devant moi, avec ses collines, ses fleuves et ses ponts, comme une promesse de continuité. Je me tenais à la fenêtre, le cœur léger, prête à accueillir ce qui viendrait. Et je me suis dit, en souriant, j'ai découvert la véritable amitié, enfin.